bienvenue sur Drop, le podcast qui raconte l'histoire derrière la performance autour de la course à pied, du trail et de l'aventure. Alors aujourd'hui, pour ce premier épisode, je reçois Clément Uriez, C'est ça. un coach, kiné, ostéo, athlète sur route, mais aussi sur sentier, on en reparlera. Clément est aussi ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui communément un créateur de contenu sur Instagram et sur vidéo. Clément, bonjour, ravi de t'avoir comme premier invité de Drop. D'abord, comment ça va? Salut Thomas, ça va très bien. La présentation était presque à jour, on pourra la corriger un peu. Il y a quelques casquettes que j'ai retirées depuis un moment déjà, mais tu t'es pas trompé. On est globalement dans le vrai. Super. On va reparler de tout ça. L'idée, c'est de discuter 1 heure et demie autour de thématiques qui nous font vibrer, toi et moi, et d'en connaître un petit peu plus, d'en savoir un petit peu plus sur ton parcours. Pour te présenter, on va peut-être commencer par un petit pas de côté. Est-ce que tu as des passions, hobbies qui sont pas directement liés à la course à pied? Alors, je vais te répondre oui, mais elles sont clairement pas au même niveau que la course à pied. J'ai des périodes en fait. Tu vois, j'ai eu ma période piano où j'ai joué du piano, et j'ai eu ma période euh, dernièrement. Je suis très branché sur tout ce qui est tech et technologie. J'étais à San Francisco, j'ai adoré voir tout ça. Je sais que c'est des arcs, ça va me passer. Et le seul qui reste, c'est celui de la course à pied. Celui-là, il me quitte pas depuis 15 ans maintenant. 12, ouais, 13 ans, on va dire. Donc j'ai assez peu de hobbies, à part la course à pied et m'occuper de mes enfants, pour faire simple. On va reparler hein, de ta manière de lier vie perso et vie sportive. On va du coup directement entrer dans le sport. Tu as récemment fini l'UTMB sur son format original. Il t'est arrivé une ou plusieurs petites mésaventures que j'ai suivies, mais ce sera l'occasion d'en reparler. Mais tout s'est bien terminé. Tout d'abord, est-ce que tu peux me raconter un petit peu le temps, comment on prépare un UTMB quand on veut être finisher et quand, comme toi, on veut par exemple aller chercher un temps? Ouais, il y a 2 réponses que je vais te donner. Ça va dépendre un petit peu de ton profil, ton expérience. Si c'est ton premier UTMB et que tu es comme 80% des ultra-trailers, un coureur qui vit à la ville et qui s'attaque pour la première fois à son UTMB, on va pas parler de la même prépa que moi qui suis à la montagne depuis 6 ans, qui vis dans les massifs, qui m'attaquait à peut-être mon 12 ou 13e ultra trail. Je vais pas l'aborder de la même manière. Mais pour répondre à ta question, c'est super simple. C'est être cohérent par rapport à ton objectif. Ton objectif, il doit pas être calculé en fonction de principes intellectuels comme la barre des 3 heures au marathon. Ça doit être un calcul logique par rapport à tes capacités, tes compétences, et tu dois avoir une logique. Moi, j'aime beaucoup parler scientifique. Tout doit être coté, quantifié. On doit avoir une nutrition qui est quantifiée et itérée à l'entraînement. Tu dois avoir un volume qui est calculé sur un Excel de semaine en semaine avec l'incrémentation du volume, dénivelé. C'est toutes ces stratégies-là, de manière très quantifiée, qui vont t'amener avec le moindre risque de blessure au plus grand risque de réussite. Je dis risque de réussite dans le sens où ça reste un UTMB et tu l'as vu et on le voit tous les ans, tous les élites qui abandonnent. Et 100 miles, c'est brutal. Clairement, c'est ça. Te prendre 4 mois en avance et te dire, voilà où je suis aujourd'hui, voilà où je peux aller dans 4 mois. C'est quoi le chemin le plus court sans prise de risque pour l'atteindre? Tu dois poser ça sur un papier, sereinement. Faut avoir les compétences pour le faire quand même, ou te faire accompagner pour le faire à la rigueur, et respecter chaque ligne et être dédié à ce que tu fais de semaine en semaine, sans sortir du plan. Et le jour de la course, faudra pas en sortir non plus. Du moins, c'est l'idée. Après, pour ceux qui ont vécu ma course, le plan, il faut l'adapter au fur et à mesure. Mais dans l'idée, c'est vraiment ça. C'est d'être au plus proche de la science et de la data. Aujourd'hui, on sait le faire. Et d'ailleurs, tu l'as vu, hein, ceux qui ont gagné hommes et femmes, il y a un data scientist qui les suit et c'est pas un hasard. Voilà ce que j'aurais tendance à te dire. Et on va revenir sur ta course, comment ça s'est passé. Dans ton cas, toi, tu as parlé de 4 mois à peu près de préparation et toi, ta préparation, du coup, quand est-ce qu'elle a commencé? Comment tu as appréhendé un peu, même mentalement, de dire: «OK, je vais faire l'UTMB»? Comment tu as construit un petit peu ta saison trail et quel a été un peu ton cheminement pour t'amener sur la ligne de départ? Je fais partie de ces coureurs qui sont pas forcément des trailers ou des ultra trailers, parce que si tu m'attrapes l'hiver, je vais être un coureur de route sur 10 kilomètres. Et j'aime beaucoup changer la pratique de la course à pied dans un axe trop défini, trop borné. J'aime bien la pratique au sens large. Ma saison, comme toute saison, classiquement, j'étais sur la route l'hiver. J'ai gentiment bifurqué sur marathon au printemps, à Zurich, si je dis pas de bêtises. Ce qui a fait que j'ai conclu ma saison de route en avril.
Quand tu fermes la saison de route, tu as développé des qualités qui pourront te servir à l'UTMB, mais clairement qui sont loin de la spécificité. Globalement, je m'entraînais pour courir, on va dire à 16 km/h sur marathon. 16 km/h, autant te dire que sur l'UTMB, je les fais pas, hein. Ça surprendra personne de l'entendre. L'idée, c'est qu'après avril, j'ai pris une petite coupure. Donc j'ai eu mai, juin, juillet, août, d'où les 4 mois dont je te parle pour me préparer. S'il y a 4 mois, c'est aussi la logique de ma préparation et de mon agenda. Et c'est je pense, une bonne durée pour pas te précipiter le premier mois, pour retourner petit à petit en montagne et pour avoir le temps malgré tout d'avoir le volume. Et je pense que tous ceux qui préparent ces courses-là devraient au moins se dégager 4 mois, clairement. Pour parler de la notion de, route l'hiver et de sentier l'été, enfin, comment toi, en tout cas, tu as pu avoir ces 2, ces 2 saisons, ces 2 pratiques dans une seule et même année? Donc c'était pas ton premier UTMB si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce qui t'a poussé à aller vers ces distances-là? Et on reviendra après, on parlera de l'UTMB en lui-même et des courses qu'il faut faire et des points que tu as dû accumuler, et cetera. Mais qu'est-ce qui t'a avant ça, si on revient un petit peu en arrière, qu'est-ce qui t'a amené sur ces distances-là? Bah, au-delà de la distance, je vais plutôt te répondre sur cette course, parce que si on compare cette distance-là et tu me parles de la Diag, pour une raison que j'explique pas bien, elle m'attire pas de la même manière. Les courses de l'UTMB au sens large, parce que ça doit être ma 7e participation en fait sur les courses de l'UTMB, attire de par le défi que ça représente de courir là-bas, dans ces montagnes, de par l'aspect challengeant, même ne serait-ce que pour avoir le dossard. Ça fait de toi un peu une forme d'élu, même s'il y a une part de hasard. Être sur la ligne de départ, c'est déjà un combat, ça se construit d'année en année. Et le 100 miles, c'est un peu au-dessus de la mêlée, c'est la course qui fait rêver. Je pense que tous ceux qui y ont goûté un jour te diront que c'est incroyable. Moi, je compare ça un peu à la voiture électrique. Il y a plein d'anti-UTMB comme il y a des anti-voitures électriques. Une fois que tu es rentré dans une voiture électrique, tu te dis, putain, c'est pas mal quand même. L'UTMB, tu peux le critiquer et je peux l'entendre, hein, à tout niveau, business, écologie, peut-être trop d'influenceurs qui prennent la place aux plus méritants. On pourrait débattre là-dessus, c'est un vrai sujet. La réalité, c'est qu'une fois que tu as goûté à cette course, cette effervescence, cette ambiance, ce parcours, c'est difficile de ne pas vouloir y retourner. Je ne sais pas si toi, tu as l'envie d'y aller un jour. Si, si, bah, mais je veux un peu comme tout, un peu comme sur marathon, je veux prendre le temps de bien faire les choses et je veux pas me lancer dans un truc où j'ai un pourcentage alors il y a toujours un pourcentage de chance de pas aller jusqu'au bout, mais en tout cas, je veux arriver sur la ligne de départ avec les maximums de certitude possible Ok, pour me dire: «J'ai fait tout le taf qu'il fallait, j'aurais pas de regrets». ouais, je Peut-être comprends. un petit comme sur marathon, pareil, j'aurais pu, l'an passé ou quoi, me dire: «Allez», mais je veux faire un bon 10 kilomètres, un bon semi avant de me dire: «OK, j'ai la caisse qu'il faut pour vraiment en profiter au maximum», quoi. C'est bien, c'est judicieux. Tu as parlé un petit peu de l'organisation de l'UTMB. Comment est-ce qu'on se retrouve sur la ligne de départ d'un UTMB? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment toi, en tout cas, dans ton cas, tu es arrivé sur la ligne au départ de cette course? Faut faire d'autres courses avant, faut avoir Ouais, la c'est ça. est-ce que tu peux raconter un petit peu tout Ouais. ça pour ceux qui connaissent Fut pas? un temps, et ça a été le cas sur ma première participation, le système, il était très simple. Il suffisait que tu aies fini un 100 miles dans les 2 ans pour pouvoir postuler à l'UTMB. Si tu étais recalé la première année, ce qui était très probable, l'année d'après, tu avais double chance. Et si tu étais à nouveau recalé, donc il fallait quand même toujours faire ton 100 miles, hein, pour entretenir ton accès à la loterie. Et la troisième année, tu étais sûr de participer. Ça voulait dire que quoi qu'il arrive, si tu montrais ta motivation régulièrement en courant un 100 miles, le système a changé, je pense pour 2 raisons. L'effervescence et l'engouement pour le trail, et aussi probablement l'aspect business, hein, le fait qu'ils ont créé toute leur marque by UTMB en reprenant plein de courses et en créant d'autres, mais surtout en reprenant. Maintenant, aujourd'hui, le système, il est devenu un peu plus complexe. Tu dois collectionner des running stones. Tes running stones, une running stone correspond à un ticket dans la loterie. Plus tu fais de courses, plus tu en gagnes. Le nombre de running stones est indépendante de ton classement ou de ta performance. Il suffit de finir la course pour avoir des running stones. Si tu fais les 20 km, tu en as une. Et si tu montres jusqu'aux 100 miles, tu en as 4. Sauf sur les majors, comme le Val d'Aran, tu as un major par continent où tu vas doubler les running stones. La difficulté de ce système-là, c'est que certaines courses, by UTMB, qui donc te donnent ces running stones, sont elles-mêmes sur tirage au sort. Donc tu vois la difficulté. En plus de ça, tu termines une course UTMB, donc tu es ranké ou dans la catégorie 20 ou dans la catégorie 50, 100 km ou 100 miles. Le rouge, c'est le 100 miles, le vert, c'est le 100 km, tu as orange et jaune. Que pour prétendre
avoir accès à l'UTMB, tu dois avoir au moins une Running Stone et avoir fini un 100 miles, un format 100 miles. À 130 km, ils considèrent que déjà c'est un 100 miles pour eux. Donc il faut respecter ces 2 critères-là. Tes Running Stones sont infinis jusqu'au jour où tu es tiré au sort. Et quand tu es tiré au sort, tu les perds toutes d'un coup. Une chose importante à savoir, l'UTMB ne te donne pas de Running Stone lui-même. Parce que sinon, une fois que tu es rentré dans la machine, en fait, tu n'en ressors plus. Ça, c'est l'accès pour toi et moi. Il y a aussi d'autres accès pour les élites. Dans ces cas-là, il faut faire un podium sur les courses bas UTMB ou un top 10 sur les majors. Tu as aussi des accès journalistes et influenceurs, créateurs de contenu, on appelle ça comme on veut. Et ça ne sont pas forcément très officiels. On sait pour la MCC, qui est la course du lundi, qui est un 35 km. Il y a 2% par exemple pour les créateurs de contenu, influenceurs, journalistes. Voilà en gros la manière de pouvoir aujourd'hui participer. Ça veut dire qu'on va plus récompenser la quantité que la qualité. Si tu es un élite, extrême élite, tu peux être top 3, mais pour les sub-élites, pour être cité par exemple les Hugo Ferrari ou tous ces gens-là qui sont quand même d'excellents athlètes, eux pourraient être troisième, c'est un challenge. Il faut choisir les courses. Et ça va dépendre du plateau, c'est pas simple. Donc pour tous ces mecs-là, il faut quand même aller chercher tes qualifs, c'est devenu compliqué. Mais bon, beaucoup de monde, à un moment, il faut bien un système sélectif, hein. Et et toi, dans ton cas, il y a des courses qui, du coup, auxquelles tu as participé, qui t'ont permis d'acquérir des stones. Donc depuis 2 ans, tu fais des courses qui te rendent. Et ouais, je veux pas te dire de bêtises, Thomas, mais je pense que j'avais 16 Running Stone au moment où j'ai été pris, ce qui représente pas mal. J'ai la chance, en habitant à Annecy, enfin à côté d'Annecy, en Haute-Savoie, d'avoir proche de la maison pas mal. Donc je peux rayonner au Saint-Jacques, c'est le Puy-en-Velay. Je peux aller à Waldstrebel, qui est de l'autre côté de la vallée de Chamonix, dans le Valais, en Suisse, c'est une super course. Je peux descendre à Nice. Tout ça à 3-4 heures de route, j'ai pas mal de courses. Donc moi, personnellement, c'est une logistique assez simple, mais il faut se mettre à la place je sais pas, du Norvégien qui veut participer à l'UTMB. C'est très complexe pour lui. Et puis c'est financièrement très engageant. Enfin, c'est devenu compliqué d'y participer. On va arriver, hein, sur la course, mais est-ce qu'on peut revenir, en détail sur ton entraînement, sur des séances ou des week-ends qui t'ont marqué? Toi, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu construit ouais, tes 4 mois? Est-ce Mais qu'il y a si, des, voilà, on imagine beaucoup de volume, beaucoup de l'intensité aussi, des descentes, des montées. Est-ce que tu peux raconter un petit peu comment tu as construit tout ça? ouais, ouais. Mois de mai, ça a été le retour en montagne. Après, je te disais, le mois d'avril où j'ai fini la phase de route. J'étais pas allé en montagne depuis peut-être octobre l'année d'avant. Quand je me bascule sur la route, je fais plus de montagne. Déjà parce que si je passe sur la route, c'est pour faire des bons chronos, donc je veux pas me disperser. Et puis aussi, soyons clairs, les massifs derrière moi, ils culminent à 1800 mètres. Même aujourd'hui, alors qu'il fait 15 degrés, il y a de la neige là-haut. Donc la montagne, elle n'est pas accessible, c'est pas idéal. Donc mois de mai, c'est vraiment la période où tu te remets à la montagne. Donc en gros, tu vas reprendre les adaptations mécaniques dans la logique du trail, retrouver juste du dénivelé facile, pas trop technique, remettre de l'intensité dans les petites bosses. C'est vraiment ce qu'on appellerait une phase générale liée au trail. En gros, basculer de la route au trail. Le guide, les nuls de la route sur le trail. C'est simple, tu fais du volume facile, pas encore du gros volume, hein. Je devais pas dépasser les 80 km semaine. Alors que sur la route, je tournais à 110 peut-être, 80 et peut-être 3000. Mais c'était du volume facile et ou du très spécifique et pas du trop engagé. À partir de juin, tu commences à basculer dans les sorties qui s'allongent. Souvent, j'invite les gens à avoir fin juin, par exemple, une course qui va les amener dans la direction de l'UTMB. Ça peut être le 90 du Mont Blanc, si tu as de la chance d'être tiré au sort. Ça peut être le Lavaredo, si tu as aussi la chance d'être tiré au sort. C'est toujours le même problème, qui sont très spécifiques et dans le même type que l'UTMB. C'est des 80-90 km, donc c'est top. Moi, personnellement, j'avais pas de course à ce moment-là, si ce n'est une course que j'ai fait, un 90, mais qui était vraiment beaucoup plus à plat, donc qui correspondait pas au style, mais j'avais envie de la faire, c'était un peu à part. Donc j'ai petit à petit augmenté mon volume, et c'est vraiment juillet-août, où là, juillet-août, je faisais un rappel d'intensité toutes les 2-3 semaines, pas plus. Type 10 fois 1 minute en côte. Ça suffit. C'était plus un entretien de qualité, et j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur du très raide, spécifique, de la caillasse, de l'altitude, parce que c'est vraiment un point faible. On le néglige un peu à l'UTMB, mais tu as 2 passages au-dessus de 2500, col de la Seigne et croix du Bonhomme, parti dans les Alpes du Sud un petit moment.
en vacances avec madame et mes filles. Donc je peux d'ailleurs la remercier parce qu'elle m'a libéré beaucoup de temps pour passer des 7-8 heures en montagne, de manière régulière. Là, je suis monté, je veux pas te dire de bêtises, mais à 140 kilomètres et peut-être, 8-9 000. Voilà, ce genre de choses. Donc ça fait des semaines à je sais pas, j'imagine, mais 15-17 heures de course? Ouais, même 20 heures, j'ai dû monter à 20 heures. Que les sorties où je montais à 3 300 mètres dans les pierriers, c'était des rythmes assez lents et tout le temps dans la répétition, le matos, les bâtons, la nutri. La nutri, c'est juste la base. J'ai un bon ami qui a fait 2e du Tour des Géants cette année et qui te dira: «L'ultra trail, c'est 50 du temps courir, 50 du temps manger». Alors lui, il est sur des formats 330 bornes, donc c'est encore Mmh. plus vrai pour lui, mais c'est quand même vrai. C'est une réalité, donc apprendre à manger, c'est pas juste, «OK, je vais manger pendant ma course». Ça marche pas comme ça. Ça s'apprend, faut le faire, faut y passer du temps, donc ça a été aussi mon programme de l'été. On va reparler de la nutrition, je l'ai écrit, c'est quelque chose, et puis en plus, c'est toujours intéressant d'échanger autour, c'est chacun a ses petites spécificités et cetera, mais il y a quand même toujours des grandes tendances qui se dégagent, donc je trouve que c'est intéressant d'en reparler et donc après, c'est donc toute cette préparation, cette bascule vers la montagne et puis après ces longues heures en montagne. Est-ce que tu as douté dans ta préparation de la possibilité pour toi de faire de l'UTMB? Est-ce qu'il y a quelque chose ou alors est-ce que tu étais 100 focus en disant: «C'est bon, je suis en train je suis en train de prendre confiance, ça va le faire, ça va le faire»? Ou est-ce qu'il y a eu des moments, toi, dans ton cas, où voilà, où tu doutes, où tu te poses des questions, où tu as peur? C'est peut-être un peu prétentieux de le dire et c'est plus facile de le dire après qu'avant. Pas du tout. Non, non, je suis d'une nature assez optimiste et positive. En plus, cette année, c'était assez exceptionnel, mais je me faisais suivre par un prépa mental, ce qui m'a probablement aidé à acquérir ce niveau de confiance. J'ai pas douté de ma capacité le jour de la course à le finir par rapport à la prépa que j'avais supportée. Quand tu sors des mois à 600 kilomètres en montagne avec 25 000 de D+, tu es assez serein sur ta capacité à le faire. C'était pas mon premier. Je connais le parcours. Je l'ai fait en reco. J'ai fait la reco en 3 jours au mois de juillet. Ça m'a pris quelque chose comme, je sais pas, je saurais plus te dire, mais peut-être 26 heures avec le gros sac sur le dos. À aucun moment, je me suis dit, j'y arriverai pas. Et si je dois pas réussir, c'est parce que je vais me faire mal, je vais avoir une problématique. Ça arrive à tout le monde. Mais dans mon esprit, j'étais confiant. Pas forcément confiant d'atteindre l'objectif de temps, parce que ça, c'était plus ambitieux. Mais sur ma capacité à aller au bout, j'étais assez serein, ouais. D'autant plus Hante, vraiment, je l'adore. C'est un truc que je peux pas expliquer, mais c'est profond, en fait, comme sensation. Donc j'ai pas besoin d'aller chercher une motivation su supérieure pour me dire: «Allez Clément, finis là», comme si je faisais une autre course avec un peu moins de qui me parle moins. C'est là, en fait, quand je suis sur la ligne de départ, j'ai une envie, mais je suis pas ça m'habite, en fait. J'ai vraiment envie d'y être, j'ai envie de la finir. Donc non, j'étais assez serein sur ma capacité à le finir. Ouais, vraiment. Est-ce que tu as envie de la raconter du coup? J'imagine que oui. Ouais, je peux la raconter. Ouais, est-ce que tu Heu, peux nous expliquer, ouais, on parlera de la logistique, juste après parce que je trouve que c'est important et on a du mal parfois à s'imaginer, comment des athlètes, ouais, amateurs, même amateurs plus plus organisent tout ça. On en reparlera, mais du coup, donc tu te retrouves sur la ligne de départ. ouais, j'avais alors j'étais confiant. Seule chose que je craignais, c'était la météo. Puis la nuit des temps, je supporte pas le froid. J'ai beau habiter à la montagne, faire du ski de fond. Moi, je fais du ski de fond quand mes potes, ils sont en t-shirt manches longues, moi j'ai la veste de ski et les gants de ski. Je supporte pas le froid. J'ai beau m'y exposer, c'est un truc qui est compliqué chez moi. Mmh. En fait, cette année, ça nous annonçait une météo compliquée. Un coup très froid, de la neige, peut-être de la pluie, peut-être du vent, on savait pas trop. Il y allait avoir on va dire des ondes un petit peu. En fait, la météo, elle était pas claire. On savait que ça allait être compliqué, mais on savait pas à quel point. C'était vraiment ça ma préoccupation. D'autant plus que ça m'a ramené à cette TDS que j'ai faite 2 ou 3 ans auparavant, où on a pris -18 en ressenti là-haut, des tempêtes de neige, quoi, clairement. Et ça avait été un souvenir vraiment catastrophique. La TDS, pour ceux qui découvrent un petit peu, c'est une course, qui est encore plus grande que celle de l'UTMB, hein, c'est ça? Non, elle est pas plus grande, elle est un peu plus courte, mais elle est plus dure. Ah oui, OK. Elle fait 149, mais officiellement 149, mais officieusement plutôt 155 d'ailleurs. 9 500 D+, mais plus technique sur des parcours un peu différents. Elle traverse le Beaufort. Elle est pas sur les mêmes parcours et ouais, elle est plus engagée. Donc en fait, globalement, c'est la même difficulté. C'est le fait qu'il y ait les 20 kilomètres d'écart, ça écale un peu.
Donc pour revenir à cette TDS, à l'époque, j'avais complètement, enfin le froid m'avait anéanti. C'était vraiment dur, même sur le parcours de repli, on avait passé des heures dans la neige et c'est encore plus compliqué cette année que j'ai passé 2 mois à m'entraîner et j'ai passé du temps en montagne, dans les Alpes du Sud, sous canicule et je me faisais des sorties de 8 heures sous 40 degrés. Je me disais: «Putain, s'il y a un UTMB sous canicule, je vais pouvoir vraiment m'exprimer parce que j'y ai passé tellement de temps que je suis bien» et à défaut de pas supporter le froid, je supporte le chaud. C'est déjà ça. Et donc voilà, j'avais cette préoccupation de me dire: «Est-ce que la météo va pas être un facteur limitant?» Voilà, j'en avais parlé avec mon prépa mental, l'idée c'est de se dire, «Concentre-toi sur ce sur quoi tu peux jouer et puis ce que tu maîtrises pas, adapte-le et n'en fais pas une histoire». Oui, il pleut, oui, il fait froid, mais en fait, ça sert à rien de le dire, ça va ne faire qu'augmenter la sensation. Donc la strat, c'était surtout d'avoir le matos nécessaire pour me couvrir le cas échéant suffisamment. Et ça a pas manqué, on est parti, on a pris une averse. Peut-être au bout de 2 kilomètres, on était tous trempés. On en rigolait un peu, moi beaucoup moins parce que je me suis dit: «OK, ça annonce la couleur» et en fait, ça a pas loupé. On a commencé à avancer et au Contamine déjà kilomètre 30, il commençait vraiment à faire froid. Je me rappelle sortir du ravitaillement, les gens étaient encore un peu short t-shirt, ça commençait à mettre les vestes, ça dépendait des coureurs. Et moi, je me suis dit: «OK, j'ai froid, déjà». Je me suis arrêté dans un garage. Je me rappelle très bien, il y avait une famille qui était en train d'encourager. Je leur ai dit: «Excusez-moi, je peux passer dans le garage me changer?» et j'ai mis tout ce que j'avais dans le sac. Donc j'avais deux 2 couches en bas, 3 couches en haut, 2 paires de gants et un bonnet. J'étais vraiment habillé et j'ai commencé à monter et donc tu montes, Notre-Dame de la Gorge et puis tu t'enfiles après vers direction le Bonhomme et en fait, plus je montais, plus j'avais froid. Je pouvais plus utiliser mes mains parce que j'ai un syndrome de Raynaud qui est un trouble de la circulation. Et puis c'était de plus en plus compliqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à devenir un peu, à tituber au fur et à mesure que je montais et dans la montée vers la croix du Bonhomme, je me suis évanoui. En fait, j'ai fait une hypothermie j'ai perdu connaissance, malaise complet. C'est les coureurs de derrière qui m'ont réveillé, un petit peu ramené à la sensation et à ce moment-là, je comprends pas bien ce qui m'arrive, je suis un peu perdu et dans ma tête, je me dis: «Je dois faire une hypoglycémie». Il Juste, faisait je nuit peux là? ah ouais, ouais, il est 2 heures du mat, 2 500 mètres d'altitude sur une petite arête un peu dangereuse. Pas l'endroit où il faut perdre connaissance. Mais à ce moment-là, je me dis juste: «Je dois faire une hypoglycémie parce que ça fait 3 heures que je peux plus rien sortir parce que j'ai mal aux mains. Je sens plus mes doigts, donc j'ai pas pris de gel» et un mec me dit: «Bah, attends, vas-y, je te file un gel». Il me fout le gel dans la bouche et il me nourrit. Je me dis: «Bon, c'est bon, ça va repartir» et en fait, pas du tout. J'étais vraiment en hypothermie et je refais encore une centaine de mètres. Je m'effondre à nouveau, d'autres mecs derrière qui arrivent me récupèrent de la même manière et puis je repars et ce qui se passe, c'est que je retombe une troisième fois et par chance, ceux qui étaient passés avant moi ont dû prévenir le staff médical que quelqu'un était pas bien et le troisième qui m'a réveillé, c'était un médecin et il y avait le refuge au-dessus de la croix du Bonhomme et donc ils m'ont extirpé de là, j'étais plus très loin, donc ils m'ont aidé à marcher et ils m'ont pris dans le refuge. Voilà, ça a été le début de mon UTMB, donc c'était compliqué. J'ai passé 2 heures en cumulé dans le refuge, entre 1 heure sous les couvertures, pétrifié, vraiment pas bien, avec des vagues souvenirs. Je pourrais pas te dire exactement ce qui s'est passé parce que je m'en souviens pas bien. J'avais des moments de flash, un petit peu comme si je rêvais. Je sais qu'on me posait des questions, mais j'arrivais pas à savoir où j'étais. C'était pas clair. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à OK, ça revenait, je me sentais mieux et j'ai dit au médecin: «Bon, bah, merci beaucoup, je vais descendre». Et le gars me dit: «Tu descends et tu arrêtes la course. Il est hors de question que tu repartes». Sauf qu'en réalité, on pouvait pas s'arrêter là-haut. On était à 2 600 mètres et les voitures vont pas venir me chercher. Donc dans tous les cas, il fallait que je descende à pied, au moins sur le ravito. Et donc j'ai descendu et puis finalement me remettre en route, j'avais pas de fatigue particulière et ma course a repris ou on peut dire commencé à ce moment-là et puis après j'ai fait la course. Et pour te dire, je devais être à peu près 1200e quand je suis sorti du refuge. Sûr? Je sais pas, on devait être, 1900 à tout casser et en sachant que j'ai dû quitter les Contamines, peut-être 400e, tu vois? Donc il s'est passé un temps énorme. Et est-ce que tu t'étais annoncé enfin, tu t'étais dit à toi un objectif de temps, une barrière que tu aurais aimé Ouais, clairement. à ce moment-là, est-ce que tu te dis: «Bah, je le fais pour moi, pour le terminer, mon objectif de temps, c'est secondaire». Est-ce que tu avais préparé ça un petit peu avant? J'avais pas préparé ce scénario, clairement, mon scénario de base, c'était: passe la nuit, tranquillement, cours tranquille, te mets pas dans la course tout de suite et une fois passé Courmayeur, là, tu pourras commencer à sortir ton épingle du jeu, mais sois pas
agressif dans la stratégie du départ, contrairement à beaucoup de coureurs. Laisse la course se passer, laisse la nuit se passer, puis on verra le lendemain. Mais à aucun moment, j'avais pensé que je passerais 2 heures dans un refuge. Surtout que j'ai passé 2 heures allongé, sans compter tout le temps perdu sur l'arête à tituber. En fait, ça faisait longtemps que j'avançais plus. Donc ouais, j'étais 1200e et j'ai dû finir 300e. Donc pour te dire, toi, il y a eu un gap énorme entre ma nuit et la fin. Donc quand je suis sorti, j'avais pas cette logique de me dire objectif c'est fichu. Non, j'étais encore frigorifié. Et on était au milieu de la nuit. Je me suis vraiment dit, faut que je me démerde pour arriver au petit matin jusqu'au lever du jour. Et après, il fera meilleur et ça ira. Surtout qu'il y avait encore le col de la Seigne à passer, 2500 mètres. Je connaissais le parcours. J'étais pas tout à fait serein sur ma capacité à atteindre le petit matin. Donc c'était plutôt, ok, qu'est-ce que je fais maintenant pour réussir à franchir la nuit? Et au petit matin, ça a été un peu différent. Et donc tu repars, mais sans écouter les conseils du médecin qui te disent, «Arrêtez». Tu vas me mettre dans une Non, mais situation compliquée. C'est marrant parce que le médecin en question m'a contacté après sur internet pour me dire, «Ah, j'ai regardé les résultats à l'arrivée, j'étais surpris de voir que tu étais arrivé». En fait, je sais pas exactement ce qu'il m'a dit, je saurais pas le dire, mais dans mes souvenirs, alors est-ce que c'est comme ça qu'il me l'a dit ou est-ce que je l'ai interprété à force d'y repenser? Il m'a dit clairement, en gros, c'était, tu repars. Déjà, quand je lui ai dit: «Je vais repartir», il m'a dit: «Tu repars pas tout de suite. Attends encore un peu». Donc il m'a «forcé» entre guillemets à rester une demi heure de plus pour voir comment j'évoluais. Donc cette demeure-là a été affreuse parce que j'étais juste en fait assis en train d'attendre en plein milieu de ma course, ce qui est assez insupportable quand tu veux faire un chrono. Et puis une fois que je suis reparti, je me suis dit: «Il est très probable que mon dossard soit attendu en contrebas, 5 kilomètres plus bas et qu'une fois que je passerai le ravitaillement en bas, en fait, bah, ils m'interceptent et ils me disent, «Allez dossard, je ne sais plus combien j'étais, on t'arrête, ta course ça elle est finie, tu dois t'arrêter». Sur ordre du staff médical, ils ont le droit de faire ça, c'est normal. Et je me rappelle très bien arriver en bas du ravitaillement et me dire: «Je traverse le ravitaillement en courant». Vraiment, le film. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé dans le ravitaillement, j'ai pris 2 trucs, je regardais à droite, à gauche et chut, je me suis enfui comme un voleur. Et je pense qu'en réalité, en fait, personne ne m'attendait. Et puis à ce moment-là, j'étais à nouveau bien. J'étais même anormalement bien comparativement à tous les gens autour de moi, qui eux étaient en train de souffrir dans la nuit depuis longtemps. Ils couraient depuis un moment alors que moi ça faisait 2 heures que j'étais au chaud près d'un poêle. Tu vois? C'était presque, injuste. et donc tu décides donc tu repars là, on est à la fin de presque à la fin de la première nuit? Ouais, il doit être, 3-4 heures du mat. Ah oui, Il d'accord. reste encore 3 heures de nuit, il reste un petit moment et il reste surtout le col de la Seigne à 2500 mètres. Donc on repasse presque à la même altitude. Ils annoncent de la neige. Bah, de toute façon, on a les pieds dans la neige avant peut-être 500 mètres en dessous, donc je me dis: «Il est très probable que ça recommence, hein» et je suis un petit peu dans l'appréhension. Donc je l'aborde différemment et je me dis: «Je vais monter le col de la Seigne comme si je courais uniquement le col de la Seigne». Donc j'ai fait quasiment toute la montée en courant en me disant: «Je dois rester au chaud et peu importe si ça me fatigue, parce qu'il faut que je passe». Et je pense qu'en fait, à ce moment-là, quand moi je suis passé, il y avait une fenêtre météo qui était plutôt assez clémente, à l'inverse de la croix du bonhomme. Donc je l'ai passé sans trop de difficultés, étonnamment. Et puis une fois que tu as basculé, ça y est, ça va faire que descendre vers Courmayeur. Tu vas descendre, tu vas remonter la température, il y aura moins de vent, le soleil va se pointer, et puis voilà, ça y est, tu vas te réchauffer. Donc le soleil se pointe et donc là tu arrives à reprendre ta course, tu déroules ton plan et tu déroules, ce que tu as appris pendant Bah, les ouais, essais? dérouler mon plan, j'ai pris 3 heures de retard quand même. Donc le plan, il va plus jamais se dérouler parce que j'arrive à Courmayeur, j'ai un retard monstre. Il est pas question pour moi de vouloir, essayer de regagner 3 heures parce que 3 heures, c'est énorme. Donc là, c'est plutôt, bon, bah, je vais courir comme si ma course continuait de manière normale. Et en fait, sur tout le reste de la course, j'étais dans les créneaux, que j'avais visés. J'ai un peu subi, le début de la deuxième nuit pour la simple et bonne raison que je pense qu'en fait la première nuit m'avait plus fatigué que je le pensais. Mon corps, il a dû quand même prendre un petit coup et puis peut-être aussi les 3-4 dernières heures. Bon, bah, maintenant de toute façon, voilà, au vu du scénario de course, c'est un échec. C'est un semi-échec parce que j'ai fait preuve de résilience. On pourra dire que j'ai fini la course dans des conditions qui étaient compliquées. J'ai pas atteint l'objectif. Que je fasse plus ou moins 1 heure maintenant, ça changera plus la finalité. Donc, je me suis un petit peu sur la fin, laissé guider par la course, sans chercher à plus, relancer que ça. Et pour, ça, c'est pour celles et ceux qui ont pas forcément eu l'opportunité ou l'idée de faire une reconnaissance comme toi tu as fait. Mmh. Est-ce qu'il y a des moments
Alors j'imagine que oui, mais est-ce que tu peux juste expliquer parce que je repense au à ton à ta Mmh. j'imagine 1 mois et demi avant, 1 mois avant à peu Ouais, près. exactement, pour le 14 juillet, c'est ça. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit: «Ah là, ça m'a servi de faire la reco» ou est-ce que c'est plein de petits moments? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu l'utilité de est-ce qu'il y a des moments dans la course où tu t'es dit: «J'ai bien fait de faire la reco»? C'est indéniable, c'est essentiel. Pour moi, en fait, il y a 2 options. Tu es juste là pour l'aventure, pour le plaisir, la découverte et finir ta course en 44 heures, potentiellement, alors que tu as peut-être les capacités de faire 35. Dans ces cas-là, tu peux le découvrir le jour J et presque c'est un plaisir. Sauf que moi, c'était pas ça l'idée. De toute façon, le parcours, je le connais, je l'ai déjà fait. J'ai fait la CCC, j'ai fait l'OCC, j'ai couru plein de courses là-bas et je voulais connaître kilomètre par kilomètre. Et quand j'ai fait la reco, j'ai pas fait la reco, en sifflotant. J'ai fait l'ARCO en me disant: «OK, là, il faudra relancer, là, il faudra faire attention à ce passage, là, ce sera comme ça» et ça, c'est, de mon point de vue, juste essentiel et en plus, vu que j'ai filmé et j'en ai fait une vidéo, j'ai dû monter la vidéo derrière. Donc autant te dire que la reco, je la connais bien, vraiment bien. Ouais, c'est pour moi, c'est plus qu'essentiel de le connaître ça. Et hem et donc tu termines en, je m'étais noté donc tu as Ah, quelque chose ouais, comme ça, je sais plus. là c'est, ouais 33-18. Comment tu te sens quand tu passes la ligne d'arrivée? Pas Ah, forcément chrono, mais quand tu termines? juste soulagé d'avoir fini parce que j'ai encore un peu froid et j'ai mal aux mains parce que j'ai pas bien récupéré du coup de froid. Je suis un peu brassé. Ouais, j'en ai marre. Je voulais un autre scénario et pas la fierté d'être allé au bout. Juste, OK, je suis soulagé, j'ai respecté mon engagement, on ferme cette parenthèse, on verra plus tard. C'est vraiment la sensation que j'ai eue. Après les jours après, j'avais un peu de fierté quand même qui est arrivée, mais ouais, non, la nuit, j'étais juste soulagé et je suis rentré à la douche. Voilà, je me suis couché. J'avais pas de sensation de très positive, en fait, c'était neutre, vraiment neutre. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur, en termes de logistique, ce que ça représente pour, toi, pour tes proches? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu t'es organisé? Il y a des, il y a des assistances autorisées pendant l'UTMB sur certains ravitaux. Comment est-ce que toi, tu as un peu planifié tout ça? Est-ce que tu peux raconter un petit peu on va arriver tout doucement à la nutrition et après on termine le chapitre UTMB, mais pour cette partie logistique, un petit peu, est-ce que tu peux expliquer comment toi tu t'es organisé dans ton cas? Ouais, il y a 2 axes pour moi, qui m'a accompagné, Clément, qui est mon vidéaste, qui bosse aussi avec moi chez C2 Coaching. Clément, il était à la fois à me filmer sur pas mal de parties du parcours et il me faisait les ravitaillements sur toutes les bases de vie. Ça a été vraiment mon cerf-fil du début à la fin. Sauf dans la partie de nuit, parce que de nuit, en fait, toutes ces zones-là sont peu accessibles. Et puis aussi, si tu as besoin de lui toute la journée et potentiellement la nuit d'après, à un moment, il faut aussi le préserver. Lui, ça a été vraiment mon assistant, dans le sens à 110%. Il était là, il a été là jusqu'à l'arrivée. Ça a été vraiment l'aspect logistique sur qui je pouvais vraiment me reposer. Ça, c'était essentiel. Et puis plus pour l'aspect émotionnel, motivationnel, il y avait madame avec mes 2 filles. Mes 2 filles, elles sont toutes petites, hein, elles ont 2 et 4 ans. Et là, c'est vraiment, elles étaient là la journée, le lendemain, quand il faisait beau, plutôt dans la partie suisse, passer un peu à droite à gauche sur le parcours, en fait, sans réellement savoir où est-ce que elles allaient me trouver. Elles roulaient, elles trouvaient une petite place. Non, je crois qu'elles ont fait tout en navette en plus. Et puis juste, en fait, je les croisais, c'était trop bien. Une logistique familiale, j'ai choisi cette année parce que madame m'a proposé de faire mon assistance. Elle avait déjà fait mon assistance en 2021 avec notre petite qui avait 5 mois à l'époque. Elle l'allaitait pendant les 2 nuits, que l'UTMB était plus dur pour elle que pour moi. Enfin, c'était assez impressionnant de voir ça. Cette année, je lui ai dit, avec les 2 petites et tout, c'est trop de contraintes. J'ai peur qu'en fait, ce soit trop complexe, pas tant pour elle parce qu'elle est capable d'encaisser ça, mais pour les petites et qu'en fait, même pour moi, ça devienne un truc un peu, presque anxiogène. Donc je préfère que ce soit Clem qui gère ça, puis la famille plus pour le côté, plaisir émotionnel, motivation, logistique. Mais la logistique, elle se construit déjà en amont, hein, parce que pendant 2-3 mois, on va être tout à fait honnête, les gens qui ont des familles peuvent le dire, en témoigner, c'est que tu t'éloignes quand même beaucoup de la maison. Tu es souvent en montagne et la réalité, c'est que quand tu pars en montagne, il faut bien quelqu'un qui s'occupe des enfants. Tu vois? La maison, elle continue de vivre. Donc la logistique, en fait, familiale, elle se met en place très vite parce que c'est un projet commun.
L'UTMB, c'est pas: «Je me suis inscrit, j'aurai cette course-là fin août, je serai absent un jour et demi». Non, 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 ça veut dire que pendant des mois, tu vas être absent. Absent, on s'entend, mais en fait, tu cours beaucoup. Quand tu rentres, tu es fatigué, donc tu pas forcément très disposé à faire des choses. Le soir, tu te couches tôt parce que le lendemain matin, il faut y retourner et juste, en fait, pour ta famille, tu es là, mais qu'à moitié. Donc tu vois, cette logistique, elle s'inscrit assez tôt et il faut bien l'avoir en tête quand tu lances ces projets-là, que tu inscris tout le monde avec toi et ça a peut-être un côté égoïste, mais en tout cas, il faut que ce soit clair pour tout le monde que tu le fais. Tu vois, c'est important. J'ai marqué cette question et je pen on va en parler, après l'alimentation sur cette gymnastique, que ce soit pour toi ou pour nous ou pour nos proches, de jongler autour. Parce qu'en fait, je pense que c'est un peu sous-estimé alors que c'est un truc tellement central psychologiquement d'être confort quand on sort et qu'on se dit: «C'est bon, c'est clair». Juste une petite question que je me posais pour les ravitaux là avec l'assistance, avec Clément qui t'aidait. Est-ce que tu as, typiquement, tu avais préparé ta nutrition en amont? C'est là où on va y arriver petit à petit, mais est-ce que tu lui as tu est-ce que lui, il t'apportait aussi des ravitaux tu vois, des trucs ou des gels, des barres, au fur et à mesure? Ouais, et on s'était mis OK. On s'était mis OK sur la strat. On avait préparé les sacs en amont. Je lui ai donné les consignes. Il y avait encore une fois, hein, tout à l'heure, je te le disais en intro, tout ça, c'est construit en amont. Donc on a juste appliqué le plan, tout simplement, tu vois? Lui, son rôle, c'était surtout d'être le garant de, «Tu bien pris tes gels là? T'as bien rempli tes flasques? Change ton t-shirt, tu dit que tu le faisais, fais-le». Tu vois? Juste de s'assurer que moi-même, avec le manque de concentration dû à la fatigue, que je respecte ce que je devais respecter et que j'ai aucune inquiétude sur le fait que lui, il sera là pour le vérifier. C'est plus ça. Alors justement, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la nutrition pendant cette course et après on va en profiter pour parler nutrition en dézoomant un petit peu, mais sur l'UTMB, sur l'UTMB et même en ultra trail d'une manière générale, l'alimentation, on en parle de plus en plus, que ce soit par, intérêt commercial ou par intérêt, scientifique. Est-ce que toi, tu as une approche particulière avec ça? Tu tu disais que c'était quelque chose que tu avais travaillé en amont, donc ça nécessite quand même de l'expérience. On voit quelqu'un qui est expérimenté qui dit ça. Est-ce que tu peux raconter un petit peu comment tu as construit ta nutrition autour de ta course UTMB? C'est ce que tu dis, c'est vrai. C'est un peu le contre-argument aujourd'hui. Il y a quand même de la science qui s'est beaucoup intéressée à ça et on est aujourd'hui dans une tendance de dire, tendance alimentaire, c'est combien de glucides à l'heure tu es capable de soutenir au maximum sans créer de troubles digestifs et intestinaux ou d'inconfort en tout cas. Et l'idée, c'est de tendre au plus vers ça. Et c'est pas juste une prédisposition, c'est quelque chose que tu travailles. On appelle ça le gut training, travailler ta capacité d'absorption de glucides à l'heure à l'effort. Donc en fait, l'idée, c'est de pousser, pousser, pousser jusqu'à trouver ce plafond de glucides par heure que tu soutiens. Une fois que tu l'as trouvé, la question, c'est sous quelle forme? Gel, boisson d'effort, compote, il y a 1000 choses pour le faire. Et après, une fois que tu as ça, ben, c'est gagné. Donc, tu trouves les produits que tu aimes. Moi, j'ai de la chance d'être suivi par Meltonic, qui est un partenaire qui est top français. Et donc, en fait, j'ai déjà les produits que j'aime. Dans leur gamme, je sais ce que j'aime, je sais ce que je supporte moins. Donc, je prends ce que je supporte et je le pousse jusqu'à me dire, elle est où la limite? Je monte, je monte, je monte. Ah, je parle en ultra là, hein, parce que si on est sur des courses plus courtes, la limite va être plus basse. Et l'idée, c'est de tendre vers 90 grammes de glucides à l'heure. Après, tu pourras toujours me dire, il y a des tendances plus lipides, plus ceci, plus cela. Ce sont des tendances, c'est la courbe de Gauss. 90% des gens répondent bien aux glucides. Le reste, l'à côté, je dis pas qu'il n'est pas possible. Je dis juste que nous autres coureurs récréatifs, il faut rester quand même dans ce qui fonctionne. Donc ma stratégie, elle était simple, hein, c'était prendre mes produits, monter petit à petit au fur et à mesure des sorties. À un moment, je suis monté jusqu'à me retrouver dans un tel inconfort digestif que j'ai su que c'était pas ma zone. Je suis redescendu jusqu'à trouver mon point d'équilibre. Et c'était simple. Et au niveau plus pratique, c'était une boisson d'effort par heure, toujours la même, et un produit dépendamment du moment de la course, entre 30 et 40 minutes. Et j'alternais entre un gel, une barre, un gel, une barre, un gel caféine, une barre, et je répétais. Tu as réussi à le tenir pendant toute la course? Parce que moi, sur 4 heures, toutes les demi-heures, je variais tout, mais alors Ouais, je l'ai tenu toute la course. Alors, je te dis toute la course. Non, parce que toute la partie de nuit où j'étais face à mon hypothermie, en fait, j'ai complètement déconnecté de ma strat. Et au petit matin, quand j'ai pu réellement repartir, en fait, jusqu'à Courmayeur, c'était très brouillon la strat parce que j'étais complètement hors de ma course. C'était vraiment, il faut que j'arrive à Courmayeur, on verra. Donc à partir de Courmayeur, j'ai repris les choses et, et ça a été un peu compliqué au début. J'ai senti que ça m'a brassé, j'ai vomi plusieurs fois.
Et je pense que ça a été juste, OK, maintenant on a tiré la chasse d'eau, on peut repartir sur de bonnes bases et à partir de là, j'ai remis la strat en place, et puis oui, il y a un peu d'écœurement au bout de 30 heures, les gels caféine, même s'ils sont sympas, au bout d'un moment, ça devient assez indigeste, mais souvent, c'est ce que je dis aux athlètes que je coach: «Nutrition d'effort, c'est pas de la gastronomie, donc on est juste là pour avoir de l'énergie, point barre. C'est pas grave si c'est pas bon». Est-ce que ça a évolué un petit peu ta manière de te nourrir à l'effort pendant tes années de pratique? Est-ce que tu as vu, toi, l'évolution de ton côté? Est-ce que quand tu réfléchis, tu disais que ça faisait 12-13 ans que tu t'entraînais, que tu courais. Toi, tu as vu l'évolution de ton côté? Oh, quand je le regarde aujourd'hui avec, mes yeux un peu plus, expérimentés, la manière dont je faisais et dont beaucoup faisaient, hein, enfin, c'était chaotique, catastrophique. Vraiment, ça en était ridicule. Je bouffais une barre, je prenais un Granny ou une barre Frosties, sur une sortie de 30 kilomètres. Enfin, quand j'y repense aujourd'hui, c'est lunaire. J'étais peut-être pas un bon exemple non plus, et pourtant j'avais des performances qui étaient correctes. Je me disais: «Mais sans énergie, c'était honnête ces performances-là, c'est dommage que j'ai pas compris plus tôt l'intérêt». Après, faut remettre aussi un petit peu en corrélation avec l'époque. En 2015, les tendances étaient pas les mêmes, hein. Même pour les sportifs pros, c'était pas autant développé, c'était différent. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, la science, elle dit ça. La science, par principe, elle change, elle évolue. Peut-être que dans 5 ans, on se dira: «En fait, non, la bonne strat, c'est ça et ça». Bon, bah, si la strat dans 5 ans, elle est là et que la science nous le dit, je partirai là-dessus. Je suivrai la tendance. Bon, tout est bien qui finit bien pour cette UTMB. Pas si mal, ouais. Ouais, pas si mal, mais déjà tu disais que tu t'en après plusieurs jours, tu as réussi à avoir ce sentiment quand même de fierté. On a parlé de nutrition à l'effort. Est-ce que, est-ce que en dehors de l'effort, tu as aussi enfin tu mets aussi un point d'honneur à bien manger, bien boire? Enfin, est-ce que pour toi, c'est aussi important de faire attention à ce que tu manges en dehors des courses? Voilà, je sais pas, des idées ou des choses des choses à peut-être expliquer sur la manière dont tu te nourris aussi en dehors de tes séances d'entraînement? Est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que tu fais pas vraiment attention? C'est bien que tu me lances sur cette question parce que ça va peut-être répondre à des interrogations. Souvent, les gens pensent que, déjà, je suis végétarien. Donc les gens, ils imaginent de mon quotidien alimentaire, du quinoa et des graines toute la journée. C'est pas le cas. Quand tu es un coureur d'ultra endurance qui fait beaucoup, beaucoup de kilomètres en prépa ultra, la première chose à gérer, c'est d'avoir de la quantité. La qualité, on en parle, ça compte, mais c'est la quantité avant tout. Il y a tellement de coureurs qui n'ont pas leur quantité. C'est énorme en fait la quantité kilocalorique qu'il faut avoir et que tu combles pas du tout. Il faut prendre l'exemple quand tu pars à 9 heures le matin. Tu vas rentrer à 18 heures. Tu as passé ton temps en montagne. Oui, tu as pris des gels, tes boissons d'effort, mais ça va pas du tout couvrir tes besoins nutris. Et en plus, tu as sauté le repas du midi. Donc, à la fin de la journée, si tu t'envoies pas le soir un gros burger frites, je pousse un peu pour l'exemple, ça peut être une pizza, mais là, il faut de la calorie. Et peu importe, les gens pourront me dire: «Oui, mais le burger, c'est pas idéal, c'est gras, nanana». OK, soit, mais la quantité, c'est la base de tout. Si t'as pas de quantité, tu vas t'essouffler, tu vas pas pouvoir. Je mange quand j'ai envie de manger et je mange beaucoup. Et je m'empêche pas de manger des glaces, des burgers, des frites, des pizzas. T'inquiète pas, en prépa ultra, je me fais vraiment plaisir. Je pense qu'il y a aussi cette notion qu'il faut respecter. Après, là où j'ai un regard plus pointu, c'est surtout sur, il y a des choses qui sont essentielles et il faut pas être en carence. J'ai connu il y a 3 ans une anémie parce que j'étais pas assez vigilant. J'avais une vraie carence en fer et je l'ai vu que très tardivement et en fait, j'ai passé des mois et des mois dans une grande fatigue, je pouvais plus m'entraîner, c'était compliqué. Et depuis cet épisode, je fais très attention à tout ce que je prends, donc j'ai beaucoup de compléments alimentaires pour compenser. Parce que tu as beau avoir une assiette avec de la vigilance sur ce que tu mets dedans, tu pourras probablement jamais avoir les apports suffisants si tu cours 140 kilomètres semaine. C'est juste pas possible. Donc les compléments, ça doit faire partie de ton assiette. Et les compléments, c'est pas des médicaments, c'est pas une pratique dopante. C'est rien de plus que ce que tu as dans ton assiette sous une synthèse différente pour en avoir une plus grande quantité. Donc je prends des multivitamines, je prends des oméga 3, zinc, magnésium, glucosamine. Parfois je fais une cure de fer parce que moi j'ai toujours cette tendance à être un peu limite, comme tout bon végétarien. Mais mon axe de vigilance, il est autour des compléments. Pour moi, c'est une hérésie d'être un coureur qui cherche la performance et de ne pas avoir de compléments alimentaires. C'est pas possible. Il y a quelque chose que tu as mal compris. Après, je suis pas en train de dire qu'il faut prendre ce que je prends. Je suis juste en train de dire qu'il faut se renseigner. Il faut faire une prise de sang, il faut chercher, et tu vas vite te rendre compte que tes taux ne sont pas des taux normaux. Et attention,
les taux normaux du coureur d'ultra-endurance, sont pas ceux qu'on cible dans la population. Tu vois, sur ta feuille de résultats sanguins, on te donne une fourchette et tu es dedans. Ouais, mais dedans, pour un presque sédentaire de la population classique. Mais toi, tu as des exigences différentes. Donc, tu dois avoir des taux supérieurs. Et donc, il faut quantifier ça. C'est important. Ouais, beh, en fait, j'en parle parce que même dès ce premier épisode, parce que je pense qu'effectivement de mon côté et j'en ferai un épisode en vidéo sur ça, même si je suis évidemment loin d'être nutritionniste. Et moi, je m'étais fait une fracture de fatigue, aileron sacré droit là, au niveau de la fesse, OK. slash hanche en août, dernier et je pense que c'était enfin, quand j'y réfléchis, en fait et quand je me revois, tu sais, quand on a une blessure, on se refait un peu le schéma et je pense que l'un des trucs qui était clairement un red flag, c'était ce que je mangeais. Je mangeais bien, mais en fait, j'étais obsédé par la qualité et pas sur la quantité. Donc en fait, je pense qu'à la fin, puis je découvrais aussi, c'était la première fois que j'avais pas de coach. Des séances à 110 bornes, je me faisais 30 bornes, à bloc et tout. Enfin, je faisais un peu tout. Tous les curseurs étaient vraiment pas du tout au bon endroit et on parlait, tout à l'heure de l'organisation de la logistique, les longues sorties en montagne, sans aller trop dans le perso. Comment est-ce que tu arrives à concilier la vie perso et ton activité pro évidemment, mais aussi ton volume d'entraînement que tu fais quand tu parles de ce mois de mai à août, ça représente plus le boulot, ça représente des heures énormes. Est-ce que ça a été facile pour toi et pour la famille, pour arriver à bien imbriquer tout ça? Pour moi, je vais dire que c'est facile dans le sens où, en fait, toi, tu as le bon rôle. Tu es celui qui passe ton temps en montagne. Donc, c'est facile. C'est juste du plaisir. Tu vois, tu te lèves le matin, tu fais le petit-déj avec la famille, tu fais un bisou à tes filles, puis tu pars passer 8, 9 heures en montagne, que du bonheur, tu rentres le soir, et puis tu manges en famille, et puis tu te couches en même temps que les enfants, hein. La vie est belle. Et pour peu même, tu vas aller au resto le soir, tu vas pas devoir cuisiner, ou même, chose incroyable, parfois je rentre et madame a fait le repas. Tu vois, la vie est belle. Sauf qu'il faut comprendre que tout ça, c'est possible que si madame, elle a géré la journée. La chance que j'ai, ma chance, en tout cas ma situation est avantageuse parce que je bosse pas à l'usine, j'ai pas un boulot physique, j'ai un boulot sédentaire, je gère mes horaires, je bosse pas. En tout cas, je choisis mes par cycle. Certaines semaines, je bosse 15 heures semaine, en fait. Et à partir de là, j'ai beaucoup de temps libre. Ça veut dire que j'ai le temps de m'entraîner, j'ai le temps de faire la sieste et j'ai le temps de poser mes enfants le matin à l'école et d'aller les chercher le soir. Tu vois, donc j'ai quand même un réel confort. Ma situation, elle est pas forcément réplicable pour la plupart des gens et j'en ai conscience. Mais ça demande malgré tout beaucoup de logistique. Et la logistique, elle vient aussi de ta conjointe, des personnes avec qui tu es, surtout si tu as des enfants. Du fait, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, mais que le projet soit commun. J'ai la chance, entre guillemets, c'est que je cours depuis, j'ai, je courais déjà avant d'être en couple. Donc elle m'a pas découvert différent et elle a pas dû supporter ma nouvelle passion, ce hobby qui a bouffé notre quotidien. Même si par période, il est un petit peu plus dévorant que d'autres. Après, elle me connaît, elle sait que quand c'est l'UTMB, c'est une phase où, oui, je veux beaucoup courir, mais une fois que ça, ce sera fini, je vais repasser sur le 10 bornes et je vais courir 8-10 heures semaine et ça y est, ce sera plus facile. Mais c'est vrai que ça peut être un sujet. Je suis pas en train de dire que c'est pas parfois un sujet un peu, un peu conflictuel, hein. Je suis pas en train de dire ça, surtout que madame, elle est en train de terminer sa thèse cet été, donc autant dire qu'elle aussi, elle avait du boulot. Mais en fait, tu t'en sors toujours et à partir du moment où t'es pas tout seul dans cette dynamique et que ça représente aussi quelque chose pour elle parce qu'elle adore la course à pied, elle adore l'UTMB, elle aime cet environnement. Alors, elle aime l'UTMB, elle aime la course UTMB, peut-être moins ce que ça représente comme valeur, mais en tout cas, elle aime l'ambiance. Donc c'était un projet commun, mais clairement, je peux la remercier et j'ai beaucoup de chance d'être accompagné par Maëlys et ça marcherait peut-être pas avec d'autres personnes, j'en ai conscience. Tu avais commencé à faire la transition parfaite, on finit Ouais. la saison de trail et on repasse là, tu repasses du coup sur un cycle plus route quand il commence à Ouais. être un petit peu plus frais. Enfin, même s'il fait un peu tout le temps frais, tu me disais pour toi. Mais est-ce qu'il en vrai, blague à part, est-ce que ouais, donc tu repasses sur route et c'est important pour toi d'alterner ces cycles-là? Ouais. Ouais, c'est important. C'est une réflexion que je me suis faite il y a quelques années. Avant, je me posais pas trop cette question-là, j'habitais en Bretagne. Donc en fait, je faisais de la route et du chemin, ce qu'on appellerait ici des nature, toute l'année, parce que j'avais rien de plus. Donc j'étais, par définition, par rapport à mon contexte d'entraînement, un coureur de route, juste parce que c'est ce que j'avais.
Et puis de temps en temps, j'allais à la montagne faire des courses, c'était pour le plaisir, j'y étais pas bien préparé parce que je vivais encore une fois en plaine. Et puis, j'ai progressé, progressé, progressé parce que finalement je faisais toujours les mêmes choses. À un moment, si tu es discipliné dans le même domaine pendant des années, bah, les résultats arrivent. Et puis en fait, je me suis dit à un moment: «Bon allez, on déménage». C'est du moins une question qu'on s'est posée à la maison et on est arrivé à la montagne et maintenant que tu es à la montagne, beh, tu peux avoir, tout type d'entraînement. Alors je peux descendre au lac et faire du plat ou aller sur la piste ou aller derrière dans la montagne, aller juste derrière chez moi et m'entraîner. Donc le fait d'avoir le choix, ben, je me suis posé la question, maintenant qu'est-ce que tu fais Clément? Est-ce que tu préfères avoir des performances de très haut niveau, très bon niveau plutôt, on va le dire comme ça. Mais dans ces cas-là, tu dois rester dans la même discipline et pas changer parce que la performance, elle passe par le fait de répéter tous les ans les mêmes choses. À la manière d'un coureur de 10 bornes, bah, qui fait du 5 au semi mais qui répète, qui répète, qui répète. Ou sinon, beh, tu fais un peu de tout au gré de tes envies et tu acceptes de plus trop progresser peut-être et juste de trouver un entre-deux, de chercher la perf, mais en acceptant que le fait de changer de cycle fera que tu vas moins performer. C'est le choix que j'ai eu. Je me suis dit, bah, je préfère être un coureur moyen. Je battrai sans doute jamais mon record au 10. Voilà, je passerai pas sur, 32. Au moins, bah, je vais me battre pour garder mon 33 et puis continuer à faire des UTMB et puis garder un peu la diversité. Donc j'aime changer, c'est juste que ça me fait plaisir, en fait. J'aime ça. Et donc l'hiver sur route, tu te donnes, là tu parlais de 10, mais tu faisais aussi du marathon. Il y a des Ouais, ça comment peut. est-ce que tu construis un petit peu du coup, on parlait de comment tu as construit un petit peu ta saison de trail. Comment est-ce que toi tu as construit la saison que tu as passée sur route et celle qui arrive là maintenant? Est-ce qu'il y a des échéances ou, comment est-ce que tu hybrides tout ça? Ou est-ce que ça se fait au fur que tu arrives dans l'hiver et tu es en train de te dire: «OK, là j'ai une opportunité, là truc» ou c'est déjà Par définition, dû au fait de mes changements de pratique, je cherche quand même la performance. Tu me verras pas m'aligner sur une course hors de forme. Si je vais sur un 10 bornes, c'est que j'estime pouvoir, être au moins sous les 34. Est-ce que je vais le faire ou pas? C'est une autre question, mais si je me pense pas capable, je vais pas y aller. Donc, je vais réfléchir à ma saison, comment je la planifie, construire, la remise en route, un peu à la même manière du mois de mai, mais version route dans l'autre sens. Remettre de la vitesse, rejoindre mon club, m'entraîner avec eux, puis trouver quelques collègues pour aller se faire un 10 et puis du 10 si on n'allait pas se faire un semi et après dépendamment, est-ce qu'on a envie de se faire un marathon? Peut-être, peut-être pas, j'y vais pas tous les ans. Puis je reconstruis une saison et puis j'ai 6 mois devant moi, je vais passer à l'intérieur et puis refaire 6 mois de trail et puis recommencer. Souvent, c'est ça. Est-ce que tu sens les bénéfices d'une fin de saison sur le début d'une autre et cetera? Ou enfin, est-ce que tu sens en gros l'apport du trail quand tu arrives sur la route ou et l'apport de la route quand tu arrives sur trail? Est-ce qu'il y a des pour toi, il y a des ponts où en vrai de vrai, il y a difficilement transposable? Non, au contraire, je sens l'effet négatif de la pratique de l'un par rapport à l'autre. En fait, les ponts, ils sont vrais quand tu es un peu plus débutant. Quand tu as passé 5 mois l'été à faire beaucoup d'endurance lente en montagne, tu es plutôt débutant. Quand tu retournes sur la route, bah, tu as la caisse. Super. Sauf que moi, j'ai passé ce niveau-là. Aujourd'hui, pour courir moins de 33 à 10 bornes, c'est pas en passant du temps en montagne, en fait, ça marche pas. Alors oui, j'ai la caisse, mais j'ai plus de vitesse. J'arrive plus à pousser. Ma VMA, elle s'est dégradée. Il faut que je repasse, en toute honnêteté, il me faut à chaque fois au moins 2 mois et j'ai l'impression que c'est de plus en plus long pour retrouver un corps adapté à cette pratique de route ou de trail, hein, selon le moment. Et donc non, ça me dégrade plus que ça me développe, mais peut-être parce que j'ai passé beaucoup d'années maintenant à pousser ma perf et sur le niveau où je suis, quand je fais l'un, je détériore l'autre et puis, bah, en fait, c'est qu'une balance. Ouais, ouais. Tu je sais pas si, ton ce podcast, il sera en vidéo ou il sera uniquement en écoute, les 2. Bah, les gens pourront dire: «Ah putain, il était un peu rouge Clément au début de la au début de l'échange». C'est parce que 10 minutes avant qu'on commence à parler, j'étais en train de terminer ma séance et je vais courir dans 5 semaines, l'escalade élite, qui est une course à Genève, qui est le deuxième plus grand événement running d'Europe, après le marathon de Londres. C'est plus grand que le marathon de Paris, hein. C'est une sacrée grosse course, 35 000 coureurs. Et donc c'est un format très court, très dynamique, c'est un peu comme un cross urbain. Je ne sais pas si tu avais suivi l'année dernière, Jimmy Gressier s'était fait battre par Dominique Loubalou au sprint vraiment à queue dalle dans une grande ligne droite. C'est Ouais, cette course-là. OK. Et donc c'est un format très court, ça doit être 7 km 400 avec 100-150 de dénivelé, que du pavé, beaucoup de virages dans tous les sens. Je me rappelle des pavés de Et ce on est sur mon format parce que moi je cours celle du dimanche qui est réservée aux élites. Ouais, c'est un bien grand nom, mais les 300 meilleurs, ça fait pas de moi un top athlète pour autant, mais voilà, les 300 sélectionnés. Et donc on court le dimanche, c'est une super ambiance, très intense.
Il y a un sacré niveau et puis c'est juste fun. C'est un bon passage de début d'année qui est pas trop jugeant parce que c'est pas juste un chrono, parce que c'est la route, parce que tu cherches pas le classement. Devant, c'est des athlètes olympiques et puis toi, tu t'arraches pour, tu vois, si tu cours à 18 km/h, bah, tu vas être 120e quoi, à peu près. Ouais, ouais. Alors que c'est quand même une course qui est engageante, le parcours est difficile. Donc, ouais, c'est un bon rappel pour te dire, «Allez, il y a encore un peu de boulot, la saison commence et c'est bien, tu te projettes». C'est une course qui est fun, c'est près de la maison. Donc c'est le premier objectif. Bah, ouais, j'ai fait le marathon de Zurich, du coup, en avril dernier, ouais. Ouais, et tu fait, Ouais, ça a été compliqué, j'ai eu des problèmes digestifs. ouais. C'était, ouais, j'ai a posteriori, j'ai probablement mal géré, pas tant la course, mais les avant-courses, j'étais avec un de mes partenaires, avec qui je bosse depuis longtemps au salon du marathon de Paris. Donc en fait, je bossais sur un stand, donc j'ai passé des journées debout avec de la fatigue, j'ai même monté le stand, enfin bref. Et j'ai pris mon train la veille au soir pour Zurich, de Paris à Zurich et ma course s'est mal passée, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le reste? Je sais pas. Je voulais faire moins de 2:40, j'ai fini, vomissant sur le trottoir. Voilà, ça arrive. Et avec un goût de reviens-y quand même, pour cet hiver, tu penses? Non, pas cet hiver. Non, j'ai décidé de 2026, j'ai décidé de faire une saison, où je m'éloigne des choses pour avoir plus l'envie d'y retourner. Donc pas de marathon, et pas d'UTMB. Pas de course de l'UTMB. Je retourne pas à Chamonix. Ah, je retournerai peut-être à Chamonix pour le boulot, pour tourner des vidéos, pour aller voir des partenaires, mais je ferai pas de course. C'est la saison où je me frustre un petit peu et pour mieux y retourner. Si donc tu as lancé, enfin tu as créé une entreprise de coaching. Tu disais au tout début de l'échange que je m'étais trompé un petit peu sur le casquette, où j'y étais pas forcément à jour. Est-ce que tu peux faire, tout mettre au clair? Je te refais la je te refais la j'ai commencé en tant que kiné, j'étais diplômé en 2012, ça fait un petit moment. Après, j'ai vite embrayé sur des études d'ostéo, donc 5 ans plus tard, j'étais ostéo, donc je l'ai décalé, ça devait être 2018, donc kiné-ostéo. Je déménage à Annecy, je commence à m'occuper de sportifs ici et puis le covid fait que je commence à réfléchir un petit peu à: «Ouais, est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai encore envie de faire 30 ans de kiné, ostéo? Est-ce que j'ai envie de faire d'autres choses?» Le soin, c'est sympa, mais il y a beaucoup de contraintes. Il y a des choses qui me plaisent moins, je sais pas, je réfléchis et il y a une chose qui est sûre, c'est que la course à pied, ça me passionne. Donc un peu de manière, naturelle, je me retrouve à faire une première vidéo sur YouTube juste pour retransmettre, une course que je fais au Québec, le trail de l'Arikana, pour l'envoyer à ma famille, mes parents, ma sœur, mon autre sœur, mes potes et donc je la mets sur YouTube en leur disant: «Bah, la vidéo elle est là, voilà les liens». Mais filmé au téléphone, à l'arrache, monté au téléphone en une poignée de minutes et juste au lieu de l'envoyer à tout le monde sur WhatsApp, c'est long. Tu la poses une fois, tu donnes le lien, c'est rapide. Cette vidéo est en ligne, elle est encore en ligne d'ailleurs. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que, elle a fait 1 000, 2 000 vues, je saurais pas te dire et je me dis: «Ah OK, ouais, bah, les gens ont l'air d'apprécier un peu ma vidéo» et en rentrant, un peu hasard, Kylian venait de sortir sa Kieragé. Donc on parle de ça en fin 2021 de mémoire. Il sort ou 2022? Je ne sais plus, à vérifier. Il sort sa Kierak, je la reçois parce que je l'avais commandée, donc je la reçois un peu en parmi les chanceux au début. Je la teste tout le week-end, je l'aime bien et je me dis: «Oh ben maintenant que j'ai une chaîne, je vais en parler, je vais faire une vidéo» et en une semaine, la vidéo fait 20 000 vues. Vraiment, je me dis: «Ah ouais, OK, il y a une traction derrière. Les gens sont intéressés» et à partir de là, je m'engage envers moi-même. Maintenant, je vais sortir une vidéo tous les dimanches. Je sais pas où ça va me mener, mais je vais le faire. Une vidéo de mes entraînements, une vidéo d'un test matos, une vidéo d'une course, une vidéo de n'importe quoi que je filme avec mon iPhone avec un son Kata, prise de vue tremblant, sans stabilisateur. Rien de super fun, mais en fait, beh, il se crée quelque chose, il y a une petite communauté qui se crée. Et je me rappelle que 6 mois après, quelqu'un me dit: «Hey Clément, je prépare ma course», vu que je donnais pas mal de conseils course à pied. «Est-ce que tu pourrais me faire un plan?» Et je me dis: «Ouais, carrément, je vais te faire un plan, avec plaisir», vu que je donnais déjà des plans à mes patients pour qu'ils reprennent la course à pied. Et puis me voilà parti, un plan là, 2 mois après, on me redemande d'autres et puis parallèlement, je vais faire les formations de la clinique du coureur pour, quand tu es kiné, tu as déjà le diplôme d'éducateur sportif, parce que c'est un plus haut niveau de compétence. Donc tu as déjà l'aspect «légal» entre guillemets, la carte. Et les compétences, d'un point de vue très théorique, je pense qu'il faut quand même aller se mettre un peu à jour, même si je pratique, ça me demandait d'autres choses, donc je vais me former et puis je continue à le faire. Et puis en fait, naturellement, bah, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 clients et jusqu'à c'est monté petit à petit et puis en fait, en début d'année, je pouvais plus soutenir le boulot au cabinet et
mon activité de coaching, c'était juste trop, en fait. Je passais tous les soirs, je rentrais chez moi, je participais un peu à la vie de famille. À 20h30, j'étais devant l'ordi jusqu'à minuit, tous les soirs, et je faisais ça, je te mens pas, je devais prendre un soir de repos tous les 3 mois. Enfin, j'étais tout le temps dedans. J'aimais bien, mais c'était plus possible parce que je continuais à grandir et il fallait que je fasse autre chose. Donc j'ai quitté mon boulot, pour me consacrer à ça, et puis, en fait, naturellement, la demande a continué, d'autant plus vite que j'étais tout seul, en fait, et donc j'avais plus de temps libre, je faisais plus de vidéos, et à partir de là, je me suis dit: «J'arrête de prendre du monde, ou je prends d'autres coachs autour de moi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je veux une agence, un peu à la, quelles sont les agences connues type Runwise? Où, tu as Maxime qui est un peu le fer de lance, l'athlète performant, qui connaît son domaine et qui fait les vidéos, mais qui donne, finalement, ses clients sont pas coachés par Maxime, ils sont coachés par des coachs, «lambda» entre guillemets, sans pointer du doigt leurs compétences, je les connais pas, mais c'est pas la tête d'affiche de la chaîne. Je voulais pas recréer ce système-là, c'était rien de plus qu'une copie, en fait, et s'il le faisait, il le fait déjà bien, il y avait pas de raison de le faire de mon côté. Moi, je voulais mettre une expertise et une expérience un peu différente, de me dire: tous les coureurs, peu importe leur niveau et leur, typologie, que ce soit des trailers, des routards, du court au long, que chacun ait l'opportunité de se faire accompagner par les meilleurs athlètes, par ceux qu'on regarde à la télé, ceux qu'on aime. C'est vraiment ça, vivre une expérience haut de gamme avec les athlètes que tu suis, peu importe ton niveau. Et donc, j'ai décidé de me faire accompagner. Et donc, c'est pas des coachs qu'on a, c'est vraiment des mentors. C'est plus global comme prise en charge, comme accompagnement. Et l'idée, c'est d'avoir Guillaume Ruel, champion de France du 100 km, Aubin Ferrari, qui est un des top ultra trailers français, qui est du team ultra. C'est que toi, demain, si tu viens et que tu me dis, euh, est-ce que quelqu'un peut m'accompagner? Ben, je te dirais, c'est quoi ton projet? Ok, le plus adapté pour toi, c'est un tel. Et puis tu fais 6 mois avec lui. Après, tu veux passer sur Ultra, bah maintenant ce sera Aubin qui va s'occuper de toi. Un peu un système de marketplace où tu vas aller te faire accompagner par celui qui est le plus adapté pour toi et qui va te faire part de son expérience vraiment d'athlète. Et tu auras la chance comme ça d'avoir vraiment un côté individuel, personnalisé avec ces gens-là. Et juste ça, en fait, c'est une chance. Donc c'est ça que j'ai voulu mettre en place. Et aujourd'hui, euh, le terme d'agent, c'est peut-être pas adapté, mais peut-être plus marketplace, on pourrait dire ça. Euh, Premium, hein, clairement, axé autour de ces champions pour que tout le monde puisse profiter de leurs expertises. A Assez vite réussi à vivre du coaching aujourd'hui, donc ça se développe de ton côté. Donc là, j'imagine pour toi l'objectif c'est un peu de développer, de récupérer encore de nouvelles têtes, de nouveaux athlètes au sein de ton écosystème? Ouais, c'est en fait, ça s'est fait un peu naturellement, hein. J'ai pas eu l'idée comme par magie un jour de me dire: «Tiens, je vais faire comme ça». En fait, ça s'est fait parce que il y a 1 an de ça, j'ai commencé une série de vidéos. La série, ça s'appelle «Je m'entraîne avec un champion», et je vais à la rencontre d'un sportif de très haut niveau et je participe à son entraînement. On fait un petit défi, c'est fun, mais avec quand même de la valeur, et c'est, ouais, une vidéo qui passe vite, sportive et engagée, c'est cool. Et ça m'a amené à rencontrer beaucoup de gens que je côtoyais pas. J'ai fait des vidéos avec, Manon Trapp, Ludo Pommeret, Pierre Rolland, Théo Détienne, Lucille Germain. Bref, je crois qu'on est au 12e épisode, là, on va tourner. Et en fait, avec ces gens-là, de leur quotidien, j'ai vite compris, qu'il y avait une vraie pression financière. Les sponsors les payent un petit peu. On n'est pas sur des salaires de footballeurs, très loin. Et demain, si ils sous-performent, les contrats partent. Ils ont aucune stabilité financière. Tout est lié à leur performance. On sait comment c'est en course à pied, ça va vite. Et donc, ils ont une réelle pression financière de se dire, il faut qu'on performe et il faut qu'on soit là. Il faut qu'on vive, il faut qu'on soit sur les réseaux. Mais être sur les réseaux, ça prend du temps. Et nous, ce temps-là, on en a besoin pour s'entraîner. Et en fait, leur situation, elle est inconfortable. Et en voyant ça, je me suis dit, ils ont une expertise que les gens pourraient monétiser. Et en plus, si toi demain, tu es client de ces deux coachings et que tu te fais donc accompagner par un de nos athlètes, donc un de nos mentors, bah, tu participes à soutenir sa carrière parce que grâce à toi, il va toucher de l'argent. Il peut le faire où il veut, quand il veut. Donc, c'est pas une contrainte. Il peut le faire chez lui tranquillement après sa séance. Donc, c'était vraiment ce côté gagnant-gagnant de mettre en lien une demande de coureurs qui se développe et, ben, finalement, la stabilité financière. Donc, tu soutiens aussi leur carrière comme ça. Donc, c'est via la discussion avec tous ces athlètes que j'ai compris qu'il y avait cette demande, et ça s'est fait assez naturellement. Donc oui, tu as raison, la projection, c'est, demain, de rajouter un ou 2 mentors plutôt féminins pour rééquilibrer un petit peu la balance, et puis que chacun puisse avoir, la typologie d'accompagnement qu'il souhaite au moment où il le souhaite. Et puis plus la demande, continuera, beh, plus j'élargirai, bien sûr. Peut-être qu'on peut terminer sur ça parce que c'est effectivement c'est un truc que j'avais pas marqué mais qu'on vient d'en parler. Je pense que j'en ferai, faudrait que je vois qui je pourrais inviter, mais un épisode quasiment à part entière sur
un peu le business model de la haute performance sur route et sur trail. En plus, c'est 2 écosystèmes bien différents que je connais pas en plus, à 100, donc je découvre. Mais Mmh. comment est-ce que toi tu en as un petit peu parlé, comment est-ce que toi tu vois un petit peu, enfin, est-ce que tu peux en gros un petit peu développer sur la manière dont les athlètes que toi tu as rencontrés, comment ils s'en sortent financièrement? Les contrats, j'imagine, varient beaucoup d'une personne à l'autre aussi. De toi, avec les personnes que tu as rencontrées, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur comment est organisé, comment ça se passe un petit peu? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'argent déjà dans la discipline, Il y a de plus en plus d'argent dans la discipline, mais l'argent va pas dans les poches dans les athlètes? des athlètes, pas du tout. En fait, aujourd'hui, soyons tout à fait honnêtes, c'est une guerre d'attention. La marque, elle te paye pas pour tes résultats, très peu, elle te paye pour l'image que tu apportes et le nombre de chaussures ou de casquettes que tu vas faire vendre. C'est malhonnête, peut-être, mais en tout cas, on est en 2025, c'est l'univers dans lequel on vit et c'est comme ça et il faut l'accepter. Les marques, elles sont pas là pour être vertueuses, elles sont là pour être rentables. Donc en fait, entre un on va dire un top créateur de contenu influenceur comme Clem Kikour, qui est clairement le meilleur dans son domaine. Il a réussi à créer un univers et c'est un personnage que les gens apprécient. Il est marrant sans en faire trop. Il a quelque chose en plus. En fait, il est fait pour ça. Eh ben, une marque comme Brooks, qui va le suivre, elle a des retours si elle a des retours énormes, Clément, il va forcément en toucher une belle partie. Et c'est normal. Et c'est mérité. C'est du marketing. De l'autre côté, on a un athlète. Je te prends un exemple simple. Est-ce que tu connais Jason Pointeau? Bah, je l'ai connu partout, c'est la personne chez qui c'est le dernier épisode de ta série. Exactement, ouais, exactement. Jason Pointeau, 2h10 au marathon. Oui, parce que je dis ça parce que j'ai écouté la discussion que vous avez eue et donc ça Ok, me de 10 ou de 12. Bref, on parle de 12. de 12 parce qu'il veut aller sous les De 2:10. 12. C'est un autre Ouais, nom. il vise moins de 10. Voilà, de 12. Premier français au dernier marathon de Paris. On parle d'un top élite. Il fait moins de 29 minutes au 10 km. Enfin, il est exceptionnel. Tu vois, il faut être tout à fait cohérent. Dans l'univers de la course à pied, il y en a un sur 100 000 comme ça en France. Il fait partie des tops athlètes. Et il n'est pas pro. Ça veut dire qu'il a encore une marge. Ce mec-là n'a aucun sponsor. Pourquoi? Mais juste parce qu'il n'est pas visible. Et s'il n'est pas visible, les marques se disent pas, il est très bon, donc on le suit. Ben non, on le suit pas, il n'est pas visible. Donc il n'est pas rentable. La course à pied c'est plus du mérite, c'est de la rentabilité. Ce qui fait que aujourd'hui, moi, je vais avoir des meilleurs contrats que lui. Pas parce que je suis meilleur que lui, hein, pour avoir essayé de le suivre, autant te dire il y a un monde qui nous sépare, mais juste parce que je suis plus visible. Donc c'est juste une course à la visibilité. Donc aujourd'hui, l'athlète, les marques lui disent, continue de courir, sois bon, mais sois visible. Être bon te rendra pas forcément visible, la preuve avec lui, et je peux t'en citer d'autres, un Félix Bourg, c'est 2h06 au marathon. Les gens savent pas qui c'est. C'est complètement fou. C'est l'exemple typique de celui qui, si on récompensait les gens en mérite, bah, ferait partie des athlètes les mieux payés, sauf qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Et donc, ils doivent bosser à côté pour survivre, vivre petitement et se dire, si demain je fais un gros coup, peut-être j'aurai plus de visibilité et puis continuer à aller chercher plus. Et puis aussi parce que c'est des passionnés de course à pied, mais il y a une forme de... C'est un peu triste en fait comme univers. Et c'est ça en fait que j'ai constaté et je me suis dit, quelle est la solution, qu'est-ce qu'on peut apporter? Bah moi je peux t'apporter au moins cette plateforme-là pour que tu puisses monétiser tes qualités, tes compétences. Et puis en fait les gens sont tout à fait consommateurs de ce que tu proposes parce que une fois que les gens savent qui t'es, ils se disent, waouh, exceptionnel, j'ai envie de bosser avec lui, j'ai envie qu'il m'accompagne. Mais c'est ça, la réalité de l'athlète de haut niveau. Pression, c'est une pression, vraiment quotidienne et on parle pas des Mathieu Blanchard ou des Jimmy Gressier, qui eux sont dans des dimensions tout à fait différentes parce que tu peux être athlète et créateur de contenu. Mais en fait, c'est dur comme statut et d'ailleurs, ils ont des équipes derrière eux. Enfin, en fait, c'est presque des entreprises. Mathieu Blanchard, c'est presque une entreprise à lui-même. Théo Détienne commence à assez Théo rapidement aussi Détienne, même chose. Ouais. cette hybridation, Théo Détienne, en fait, à un moment, il s'est dit, «La trajectoire que je dois prendre». Je serai jamais alors si, je lui le souhaite, mais aujourd'hui, c'est pas l'athlète numéro un français, soyons clairs. Qu'est-ce que je dois faire pour me différencier? Bah, il faut que je sois visible. Comment être visible? Bah, il a créé sa chaîne YouTube, il a commencé à faire des partenariats avec d'autres créateurs, on a tourné ensemble, il a fait des choses avec Clément, bah, j'ai en plus Clem qui court, en plus ils s'entendent bien et puis juste, en fait, il a accepté de jouer le jeu, beh, des réseaux en 2025 et certains refusent de le jouer. Mais si tu joues pas le jeu, tu es sur la touche. et peut-être pour terminer sur toi un petit peu, tu disais que tu avais, toi, des partenaires, donc aujourd'hui tu vis du coaching.
c'est ça? De ta Est-ce que tu as des du coup tu as des partenaires aussi qui te suivent? Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, j'ai, de long à en donc bien sûr, Meltonic, de la même manière, Meltonic, te rémunère pour ce que tu es et puis en plus tu as des dotations de produits donc c'est un vrai partenaire dans le sens, un partenaire, c'est un partenaire dans le sens financier, hein, qui supporte ce que je fais. J'ai aussi Nutri&Co. Tout à l'heure, je te parlais de compléments alimentaires, donc Nutri&Co, c'est sur toute cette partie compléments alimentaires. C'est aussi un partenaire important pour moi et plus sur tout ce qui est textile, je suis avec Flytex. Flytex, c'est toute une gamme pour la santé, la récupération et vraiment je veux pas dire le bien-être, mais tout ce qui est récupération globale, articulaire et musculaire. Et c'est Hugo, le fondateur, et un de mes clients que je coach depuis longtemps, un ami même depuis le temps. Et en fait, on est très proches et on fait beaucoup de choses ensemble. Donc ça, c'est mes 3 partenaires fixes. Après, je peux toujours avoir des événements à droite à gauche, mais il y a aussi des marques et des entreprises qui vont payer pour être partenaires du podcast ou d'une série. Et en fait, tout ça, tu as déjà de quoi vivre. Après, l'idée, moi, dans ce que je fais, c'est surtout de développer mon entreprise. Je me considère pas tant comme un créateur de contenu. Le créateur de contenu, lui, il cherche à être plus visible pour avoir plus de partenariats et c'est la course à l'abonné. Moi, je cherche pas à avoir 1000 abonnés de plus. Je cherche surtout à pouvoir avoir, ces 2 coachings qui se développent, être plus connu, reconnu comme quelque chose de premium, pouvoir amener plus d'athlètes, pour les mentors de ces 2. Puis voilà, créer cet écosystème, les gens, puissent vivre de cet écosystème. On a une communauté qui grandit, on a envie d'organiser des événements en présentiel, de pouvoir créer des stages. Donc tout ça, ça mérite de continuer à grossir pour pouvoir nous permettre de le faire. Mais l'idée, c'est ça aujourd'hui. Écoute, je pense que là, ça fait déjà 1h15 bientôt, je pense. On est dans Excellent, la fourchette de ces excellent. 1h30. Bah, écoute, je pense qu'on a déjà bien échangé. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, peut-être en 2026. On terminera cet hiver un petit peu, ce sera peut-être l'occasion de reparler un petit peu de Mmh. moment où tu repasses sur les sentiers quand il refera bien beau de ton côté. Ouais, Je te dis, un grand merci pour avoir pris le temps un petit peu d'avoir échangé pour ce premier épisode de Drop. merci à toi. Bonne continuation sur route, à Genève bientôt donc pour toi et puis on se dit à bientôt. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, à une prochaine et merci. Ciao. Merci à toi aussi.